Bonjour à tous, c'est Justine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le book haul de septembre. Le mois dernier, j'ai jeté mon dévolu sur 4 romans fantasy adultes et 2 romans fantasy young adultes que je vous présente tout de suite. Mon premier achat du mois a été L'Engrangetant de Nell Pfeffer. Donc vous l'avez sans doute vu déjà partout, c'était la sortie Hachette du mois dernier. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc L'Engrangetant raconte l'histoire de Sophie de la Pointe. Sophie, c'est une horlogère qui travaille au château d'Aigleport, mais surtout elle a une autre particularité, c'est qu'elle est chronolangue. Et donc elle est capable de parler en fait aux Oranima, qui sont des horloges parlantes pourvues d'armes et qui servent en fait à surveiller le château et à prévenir les complots du royaume. Un jour, Sophie va être interpellée par le frère du roi, Dimitri, qui va lui demander son aide pour réparer une étrange horloge qui donne la possibilité de voyager dans le temps. Sophie, qui vient de perdre son père, rêve de revoir son père vivant et donc va accepter d'aider le frère du roi. Donc elle va réparer l'horloge et elle va se retrouver en fait plusieurs années en arrière. Et donc je suivais l'autrice en fait avant même la sortie du roman sur son compte Instagram. J'étais tombée dessus un peu par hasard et j'avais lu le pitch et plusieurs extraits en fait qu'elle proposait, et déjà juste à ce moment-là je savais que ce livre en fait était fait pour moi. Et franchement ma lecture a été vraiment un coup de cœur, je l'ai dévoré. Bon, il est très court, hein, je l'ai dévoré en 2 jours. J'ai vraiment aimé en fait le système de Bergy avec cette histoire d'horloge parlante, j'ai trouvé ça hyper original. En plus chaque petite horloge a un petit nom, c'est très mignon et ça donne beaucoup de vie en fait au récit. J'ai aimé aussi l'ambiance, on sent vraiment les inspirations de l'autrice pour tout ce qui a été, donc elle s'est inspirée de tout ce qui est le château ambulant et les autres Ghibli, donc on sent vraiment ça. C'est le genre de livre en fait qui serait parfait en dessin animé parce que c'est très coloré, c'est doux, c'est cosy. Bref, en plus, ce livre, la plume, je vous dis, elle est très agréable, c'est très imagé, avec un beau vocabulaire. C'est un peu comme, ça m'a fait penser un peu à la passe miroir, mais les thèmes sont tout à fait différents, entendons-nous bien. Donc je recommande si vous voulez une lecture sans prise de tête, rapide, magique, à vous mettre plein d'étoiles dans les yeux, c'est fait pour vous. Mon deuxième et dernier achat young adulte du mois, j'ai craqué sur Emblème, le cercle des géographes de Inaciel, paru aux éditions Naos. Donc j'ai tout d'abord été attirée par la couverture, dont l'illustration en fait a été réalisée par Cyrielle Fouché, qui a fait notamment la couverture du Crépuscule des Urnes, et dont j'aime bien en fait le travail. Je la suis aussi sur Instagram. Elle est sous le nom de Passy, je vous mettrai son compte en barre d'infos. C'est une illustratrice aussi francophone et je pense que c'est important en fait de les soutenir également. Bref, tout ça pour dire que donc j'ai acheté Emblème. Je ne l'ai pas encore lu celui-là, j'ai commencé et je pense que si ça continue comme ça, je pense qu'on va être sur un coup de cœur. Hein, parce que donc de ce que j'ai compris, on suit l'histoire de Ereb d'Aiglemort, qui est en fait un jeune homme qui ne sort pas de chez lui depuis son enfance. Et il y a toutes sortes de rumeurs du coup qui courent sur son dos. On dit que c'est un excentrique et on dit même que c'est un nécrophile. Enfin bref, il a vraiment une sale réputation, le pauvre. Alors que en fait il ne sort pas de chez lui parce que, si j'ai bien compris, il a été attaqué par un genre de monstre durant son enfant et en fait il a juste peur de sortir chez lui. Sauf qu'un jour, il va être demandé en mariage par une jeune femme qui s'appelle Cécilie. Et Cécilie, en fait, elle veut l'épouser parce qu'elle a besoin d'un titre de noblesse pour entrer dans le cercle des géographes. Et donc elle va demander Ereb d'Aiglemort en mariage via une négociante nuptiale. Juste le concept, j'adore. Et donc ensuite de ça, si j'ai bien compris, donc je suppose qu'ils vont se marier ou en tout cas se fiancer, elle va y accéder et tous les deux ils vont partir en aventure, en exploration, donc d'abord à la Scientifica et ensuite dans un continent un peu plus lointain, donc qui est Exotica. Et c'est un texte où on va donc retrouver tout ça, des aventures, des explorations si j'ai bien compris, et il y a même apparemment des complots politiques, donc j'attends vraiment de voir la suite. Ils promettent en tout cas une atmosphère Green Academia, et juste à lire en fait les premières pages, on sent vraiment cette atmosphère. On
On imagine bien les cabinets de curiosité, les monstres et tout ça, donc vraiment un livre parfait pour l'automne, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite on passe à la fantaisie adulte. Donc j'ai craqué aussi pour une autre sortie récente, La morsure des roses de Christophe Guillemin, sorti aux éditions Nemos, et cette fois-ci. Je l'ai déjà lu ce livre-là, donc texte un peu spécial, pas fait pour tout le monde à mon avis. On va raconter en fait l'histoire des 5 filles du dieu Ur-Orio. Ces 5 filles qui étaient prisonnières en fait pendant des années, toute leur vie d'ailleurs, sur le mont Héremion. Et un jour, les 2 plus jeunes, Kaylin et Rivlin, vont s'échapper et quitter le mont Héremion et aller dans le monde des humains où leurs chemins en fait vont se séparer. Jusqu'au jour où Rivlin, donc la fille qui est en fait la plus faible des 5 et qui est mariée au roi, va tomber enceinte. Et donc Kaylin, sa sœur cadette, va la rejoindre pour en fait la mettre en garde contre leurs 2 sœurs aînées qui sont un peu spéciales aussi, Nifer et Eluria, qui vont en tout faire pour empêcher en fait cette naissance. Et donc en fait, ces 5 sœurs, il faut savoir qu'elles se détestent pas, mais il y a une certaine rivalité entre elles depuis toute petite, parce que chaque année en fait elles avaient la visite de leur père, donc le dieu, qui venait les voir sur le mont Héremion, et elles faisaient tout pour accaparer son attention, pour attirer son attention sur elle et pour gagner l'amour de ce père en fait qui est absent. Et donc bref, texte un peu spécial comme je vous disais, parce que c'est très onirique, très baroque, avec la frontière un peu du conte macabre bien dégueu et de la tragédie grecque. Les thèmes sont assez sombres et les sujets ils sont durs, donc vraiment pour un public averti. C'est un récit qui est assez court, on va suivre uniquement l'intrigue principale, donc juste le fil rouge de l'intrigue principale. On va suivre essentiellement le personnage de Kaylin aussi. Il y a d'autres personnages secondaires, mais ils sont pas forcément très approfondis, mais ça marche quand même et ça en fait quand même un bon bouquin. La plume est aussi magnifique, le vocabulaire est très recherché, le style va coller en fait au conte et à la tragédie, donc vraiment c'est quand même, ça a été un plaisir quand même de découvrir la plume de Christophe Guillemin, que je ne connaissais pas avant. Et donc je le conseille surtout pour les gens qui veulent sortir des sentiers battus en fantasy. Mais la sortie que j'attendais le plus, c'est L'ombre des dieux de John Gwynne, paru aux éditions Léa. Aussitôt acheté, aussitôt lu. Dans un monde où les squelettes des dieux pourrissent sur Terre, on va suivre 3 personnages en fait très différents, notamment donc le personnage d'Orca, qui est une guerrière qui a rangé ses armes en fait, mais qui va être obligée de les reprendre suite à l'assassinat de son mari et suite aussi au kidnapping de son fils. Et donc elle va partir à la recherche de ce fils disparu et emmené par une force un peu mystérieuse. À côté de ça, on va suivre un autre personnage qui est celui de Varg. Lui, c'est un esclave, un ancien esclave qui s'est affranchi à sa façon et qui aussi est rentré de manière incongrue dans la confrérie du sang. Et il va découvrir dans cette confrérie tout ce qu'il n'a jamais connu de sa vie, c'est-à-dire la chaleur de l'amitié et de la camaraderie. Ensuite, on va suivre un autre personnage, celui d'Elvar. Elvar, c'est la fille d'un jarl et elle refuse en fait cet héritage et elle entre aussi dans une autre confrérie qui s'appelle les chiens de guerre. Et les chiens de guerre, eux, leur rôle c'est de pourchasser les corrompus. Les corrompus, ce sont les enfants des dieux en fait, et qui sont pourvus de pouvoirs surnaturels. Donc bref, tout le contraire de La morsure des dieux. Ici on est sur un texte vraiment qui est très dense, l'univers est très développé, c'est vraiment de l'épique fantasy pure et dure, avec énormément de combats sanglants, d'intrigues politiques, il y a des enjeux et il y a beaucoup de personnages secondaires. Donc je vous cache pas que le début, il faut quand même s'accrocher parce que c'est très dense. Mais dès qu'on a toutes les subtilités de l'univers en tête, je vous jure que c'est absolument génial. Alors, il y a vraiment une ambiance qui se dégage de ce bouquin, on se croirait vraiment en fait dans les fjords envahis de dracars, de brumes et de monstres. Il y a vraiment une ambiance hyper mystérieuse, hyper pesante, vraiment juste pour ça le livre vaut le détour.
J'ai aussi eu un coup de cœur pour les personnages qui sont très attachants, notamment celui de Orca qui vraiment ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs et qui en même temps possède une sagesse et une sensibilité qui fait que vraiment elle est intéressante et vraiment attachante en fait. Sinon pour l'intrigue, alors l'intrigue elle est hyper captivante du début à la fin, juste on se demande mais où tout ça va mener parce que vraiment on est sur 3 personnages différents qui font complètement autre chose et en fait tout leur chemin va se réunir jusqu'à la révélation finale qui est incroyable, je l'avais pas vu venir, vraiment captivant quoi, la fin elle est incroyable. Donc c'est vraiment un tome en fait finalement introductif et j'attends la suite mais avec impatience. Et donc je le conseille surtout à ceux qui ont aimé Le Sorceleur, Le Seigneur des Anneaux, L'Ombre du Savoir Perdu. C'est un bouquin qui est dans la même veine et qui est absolument génial. Les 2 derniers achats du mois, donc j'ai aussi acheté donc, la sortie de Saxus du mois qui est La Cité de Jade de Fondali. Donc ça a l'air d'être de l'urban fantasy aux airs asiatiques, un peu comme Ses Plaisirs Violents, que j'avais bien aimé, donc pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Si j'ai bien compris, ici on va parler d'une ville qui est assez importante parce que c'est la seule ville où on va retrouver une pierre précieuse qui est capable d'amplifier les capacités des guerriers. Et donc dans cette ville, il y aura 2 gangs qui vont s'affronter en fait pour s'approprier le pouvoir et s'approprier donc le commerce de cette pierre. Bon, on verra bien ce que ça donne parce que chez De Saxus c'est toujours soit j'adore soit je déteste. Donc on verra dans quelle catégorie celui-ci va se mettre. Et dernier achat que j'ai fait, donc aussi chez De Saxus, j'ai craqué pour La 9e maison. Que tout le monde a déjà lu sauf moi, mais je suis toujours un train en retard, donc bon, je sais pas pourquoi j'avais pas acheté lors de la première impression en relié. Là j'ai craqué pour la 2e réimpression, donc on verra aussi ce que ça donne. Je vous fais un rapide résumé, mais tout le monde connaît déjà l'histoire, donc voilà. Donc là on va parler en fait on va raconter l'histoire d'Alex Stern qui, si j'ai bien compris, a vécu une adolescence un peu bizarre en tant qu'elle était un peu junkie si j'ai bien compris, et qui va avoir l'occasion de intégrer l'école de Yale et aussi intégrer à Yale donc une genre de sororité, de confrérie étudiante on va dire, la maison de l'été, la 9e maison. Et donc cette 9e maison est censée surveiller les autres maisons occultes. Oui parce que c'est une maison aux sciences occultes. Et en fait Alex, donc le personnage principal, intègre cette maison parce qu'elle est capable de parler en fantôme. Voilà, c'était le pire résumé de tout Booksta pour la 9e maison. Mais bon, vous m'en voudrez pas de toute façon, hein, tout le monde l'a déjà lu. Donc voilà, je vais me laisser tenter, on verra bien, ça a l'air d'être parfait pour octobre et novembre. Donc je vais sans doute le lire là d'ici quelques jours, quelques semaines. Et voilà, c'est tout pour ce book haul, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé et si vous avez d'autres recommandations à me faire pour la saison du coup. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!